Alors, Stéphane Kremer. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, tout d'abord, comme vous l'avez fait Madame la Présidente, permettez-moi de saluer le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté, fraîchement élu et qui nous fait l'honneur de sa présence à l'occasion de cette séance budgétaire. Au nom de l'ensemble des élus du groupe UMP, Nouveau Centre et Divers Droite, Monsieur le Président, acceptez nos sincères félicitations pour votre élection, mais aussi tous nos encouragements pour le travail que vous réaliserez avec les nouveaux membres du Césaire au service de la Franche-Comté et des Francs-Comtois. Je tiens également à remercier Jean-François Robert, votre prédécesseur, pour les années qu'il a consacrées à la présidence du Césaire et durant lesquelles nous avons eu plaisir à travailler avec lui au développement de notre région. Comme vous l'avez fait, Madame la Présidente, je salue également les jeunes lycéens présents en nombre à la tribune, qui nous prouvent que les débats politiques intéressent la jeunesse, à qui nos politiques doivent penser en priorité, car ce sont nos citoyens de demain. Mes chers collègues, dans cette période difficile où la France traverse une crise économique et financière sans précédent, nos concitoyens attendent de leurs élus une gestion rigoureuse, sincère et pragmatique des fonds qu'ils leur confient. Cela est d'autant plus vrai que le niveau de fiscalité qui est actuellement imposé aux Français devient particulièrement brutal, voire même parfois confiscatoire au niveau de leur vie quotidienne ou de leur vie de famille. Je ne veux pas revenir sur ma démonstration du mois d'octobre dernier, par laquelle j'ai voulu vous prouver combien l'alourdissement des impôts que nous connaissons aujourd'hui ressemblait plus à du matraquage fiscal qu'à un réel partage des efforts dans le but de redresser les comptes publics de notre pays. Alors aujourd'hui, en ouverture de cette séance budgétaire où nous allons débattre de l'utilisation de plus de 511 millions d'euros de fonds publics, je veux néanmoins vous alerter, mes chers collègues, sur le risque encouru de décevoir nos concitoyens par un mauvais usage de leurs impôts. Cette déception, nous le savons tous, se manifestera hélas par une inéluctable montée du vote extrémiste, par défiance à l'égard de la politique au sens noble du terme. Aussi, alors que les finances publiques sont plus que jamais précieuses, la responsabilité qui nous incombe est donc encore plus grande, car l'argent en question appartient aux contribuables et non aux élus à qui il n'est que confié. Ces moyens financiers dégagés par l'impôt sont, pour la majorité des Français, le fruit de leur travail quotidien. L'obligation d'efficience des fonds publics est donc primordiale. Les contribuables qui remplissent les caisses de l'État et de nos collectivités n'acceptent plus que leur argent soit dilapidé comme au temps où la croissance de notre pays était florissante. Car si le mot « économie » semble être absent des dictionnaires de toutes les bibliothèques de la rue de Solferino, les mots « impôts » et « taxes » doivent, eux, y être apparemment répétés à chaque page. Et c'est bien là le problème. Alors que tous les leviers du pouvoir sont aujourd'hui concentrés entre les mains des élus socialistes et de leurs alliés, on assiste à des orientations politiques parfois dénuées de toute réflexion prospective, d'anticipation ou de rationalisme, suivies de corrections aussi impréparées que soudaines, dès qu'un vent contestataire ou qu'un imprévu pointe le bout de son nez. Paris ou Besançon, même punition. On a parfois le sentiment que le commandant de bord est un adepte du pilotage à vue, qui ne s'inquiète d'aucun voyant d'alerte clignotant, même s'ils indiquent qu'il n'y a pas assez de carburant pour décoller. L'exemple de la construction de la Cité des Arts à Besançon est symptomatique en la matière, Madame la Présidente. Beaucoup ont tiré la sonnette d'alarme auprès de votre prédécesseur ou de vous-même sur l'importance des coûts de fonctionnement d'une telle structure, une fois passés les quelques 46 millions d'euros qu'aura coûté sa construction. Mais voilà, l'art contemporain a ce quelque chose d'inexplicable, d'inexorable, qui fait que les élus de gauche ne peuvent supporter de faire les choses modestement pour le mettre en lumière. Ainsi, pour admirer les morceaux d'une bouteille en verre savamment explosée, visionner des films de mouches en train de se faire écrabouiller devant un mur blanc, ou écouter des disques compilant des morceaux de silence, tous ces exemples sont véritables. Il fallait construire le plus beau des palais, dans un élan mitterrandien dont vous seul avez le secret, mais dont la résultante est un assèchement durable de toute la politique culturelle de notre région, tant son fonctionnement sera désormais un gouffre financier pour notre collectivité, pour peu que nous puissions encore le maîtriser. Ma collègue Anne-Laure Breuillard-Fletty vous en parlera mieux que moi dans le cadre de cette assemblée plénière.
tant ce dossier en deviendrait risible s'il n'était si grave, mais reconnaissez tout de même que ce Taj Mahal de l'art contemporain a tout d'un boulet pour les contribuables franc-comtois. Il va leur coûter plusieurs millions d'euros chaque année, et nul ne sait encore où s'arrêtera l'escalade de ces coûts de fonctionnement. Cela n'est pas sérieux, Madame la Présidente. Nous avons une des plus petites collections d'art contemporain de France, mais nous lui avons construit le plus coûteux des écrins. Comment est-il possible de construire de telles infrastructures sans jamais anticiper les coûts de fonctionnement astronomiques que cela va représenter, amputant durablement les finances de notre collectivité? Et, maintenant que le mal est fait, que la politique culturelle régionale a été estropiée par effet de ricochet, vous n'avez d'autre choix que d'essayer de vous rabibocher avec les acteurs culturels laissés pour compte, comme les cinéastes par exemple, avec de nouvelles politiques aux contours obscurs qui permettent de calmer leur courroux dans la presse. Pas de préparation, pas d'études financières prospectives, pas d'anticipation, juste une envie, un plaisir, peu importe ce qu'il en coûtera aux francs-comtois dans l'avenir. Dans le même registre, je ne résiste pas à vous parler de la gratuité des manuels scolaires, fer de lance de votre politique en faveur des lycéens, qui a fait couler tellement d'encre et soulevé tant de débats entre nous. Si l'idée est louable, nous vous avons toujours alerté sur les modalités de la mise en œuvre de ce projet. Éloigner les jeunes des librairies allait être néfaste pour la filière du livre dans nos territoires, notamment les plus petites librairies locales, dans la mesure où les manuels scolaires sont désormais achetés par l'intermédiaire de marchés publics auprès de fournisseurs très souvent nationaux. Mais voilà, par idéologie, parce que vos amis faisaient pareil, sans anticipation des conséquences malgré les alertes, le projet a suivi son cours. Aujourd'hui, les librairies ferment dans nos villes franc-comtoises, qu'elles soient petites ou grandes, à l'image de l'enseigne Chapitre dont tout le monde a suivi les aléas dans la presse ces derniers jours, laissant de nombreux salariés sur le carreau. Je veux bien vous concéder que les raisons sont certainement multiples, Madame la Présidente, mais votre action ne les a certainement pas aidés. Nous vous avions proposé de préférer une formule du type chèque-livre qui permet la gratuité des manuels, tout en incitant nos jeunes à pousser la porte des librairies voisines des lycées. Vous nous permettrez donc de rire jaune, un petit peu, au moment d'accueillir votre nouvelle idée baptisée « Lycéens en librairie », en page 617 du document budgétaire, ambitionnant de promouvoir le métier de libraire, le livre et la lecture, maintenant que le mal est fait. Une nouvelle fois, aux frais des francs-comtois, vous allez sortir le chéquier et inventer une fiche procédure supplémentaire pour faire quelque chose qui aurait pu être fait dès le départ dans le cadre du dispositif de gratuité des manuels scolaires. Cela n'est pas sérieux. Je pourrais encore citer vos fameux tremplins associatifs, pâle copie des emplois jeunes, qui furent pour un temps votre phare dans la tempête du développement de l'emploi en Franche-Comté. Cette idée, même si la partie tremplin solidarité a toujours reçu notre approbation, disparaît définitivement du giron régional à l'aube de l'année 2014, son budget tombant à 3 000 €, après avoir absorbé entre 5 et 8 millions d'euros par an de financements publics régionaux. Alors, cette idée a vu le jour, elle a vécu, sans aucune forme de prospective sur le futur de ces emplois, sans aucune étude sur les implications futures de l'arrêt des financements régionaux. Peu importe que les municipalités ou les communautés de communes soient obligées de reprendre le flambeau pour permettre la poursuite de ces emplois. Peu importe que certaines associations n'aient pas pu trouver de financement pour pérenniser ces postes, vous avez eu l'idée, vous les avez lancés en fonçant tout droit, après vous le déluge. Madame la Présidente, ce type d'exemple de pilotage à vue, il y en a des valises qui plombent votre ULM régionale. Je veux tout de même encore en ajouter deux. Le premier, et vous en avez parlé, c'est votre politique de développement économique régional qui passe par le biais de fonds d'intervention satellites du Conseil régional, aux critères d'attribution tellement restrictifs que peu d'entreprises s'y retrouvent et peuvent y émarger. Et ce système est à tel point sclérosé que pour aider concrètement au développement de SMOBI dans le Jura, vous avez été obligé de nous faire valider, à notre dernière réunion, une dérogation exceptionnelle au règlement financier de notre collectivité. Le second exemple, c'est votre soutien sans équivoque au rapprochement des universités de Bourgogne et de Franche-Comté, que vous disiez suivre de près, mais apparemment sans trop vous soucier des conditions dans lesquelles les choses se passaient, et ce, malgré nos appréhensions. Cela aboutit aujourd'hui
à l'installation incompréhensible de la Société d'accélération de transfert de technologie, la SAT, à Dijon, capitale reconnue de l'agroalimentaire, malgré l'importance de la technologie et des microtechniques dans notre région. Mes chers collègues, à Paris, cela ne fonctionne pas différemment, à croire que tous les élus socialistes sortent de la même école de pilotage. Lorsque Vincent Payon, chef mécanicien de l'Éducation nationale, décide de réformer les rythmes scolaires, il ne se soucie pas des répercussions que son décret peut avoir sur les finances des collectivités locales qui se voient imposer l'organisation des temps périscolaires, sur l'encadrement des enfants en dehors des heures de classe ou sur la logistique des transports. Il décide seul un matin, sans aucune forme de concertation. Alors naturellement, quand les maires commencent à manifester leur mécontentement, que le président de l'AMF rencontre le Premier ministre pour lui faire part des problématiques budgétaires pour les communes, ce dernier sort le carnet de chèques national et prolonge d'une année les aides financières, comme pour mieux passer le cap des élections municipales, sans présager pour autant de ce qui se passera par la suite, advienne que pourra. Le deuxième effet qui se coule, si vous me le permettez, c'est quand même, dans le même temps, la tour de contrôle gouvernementale qui réduit les dotations financières aux collectivités sur la base d'une sorte de plan d'évacuation poétiquement nommé « pacte de confiance et de responsabilité » qui semble trouver grâce à vos yeux à en lire les rapports budgétaires que vous nous présentez aujourd'hui. Qu'en aurait-il été si un gouvernement de droite avait ainsi diminué ses dotations aux collectivités? Vous auriez hurlé, crié, vociféré en condamnant le désengagement de l'État. Qu'en aurait-il été si une partie de la compétence scolaire, sous couvert de ce déguisement appelé réforme des rythmes scolaires, avait été ainsi transférée aux communes par un gouvernement de droite, les contraignant à payer pour la mise en place des temps périscolaires quasi obligatoires? Vous auriez hurlé, crié, manifesté dans la rue, condamnant un transfert de compétences non compensé. Mais voilà, aujourd'hui, le pouvoir est entre vos mains et votre militantisme vous impose de soutenir de telles décisions prises sans aucune forme de réflexion, alors qu'elles obèrent parfois vos marges de manœuvre régionales, alors que vous les condamniez sous le gouvernement précédent. De la même manière, lorsque votre président normal alourdit gravement la fiscalité, par idéologie et par allergie au principe de vraie réduction de dépenses de l'État, il ne se soucie guère de l'impact que cela peut avoir sur les entreprises ou les ménages sur le terrain. Mais peu importe, dès lors que quelques Bretons en colère revêtent un bonnet rouge, Jean-Marc Ayrault trouve rapidement 2 milliards d'euros pour débloquer la situation en quelques semaines, encore dans la poche des contribuables. La colère se propage, elle prend des ampleurs belliqueuses, pas de souci. Le gouvernement suspend instantanément l'écotaxe, sans vérifier si la société qui en a la charge va réclamer des dizaines de millions d'euros de dédommagement aux contribuables français, ni si cela ne va pas avoir un impact sur les investissements de transport que cette taxe était censée soutenir et dont les collectivités régionales subiront indirectement les conséquences. Ici encore, ce sont les politiques régionales qui feront les frais de ces décisions, puisque nous sommes en première ligne en matière de transport. Mais votre militantisme vous impose le mutisme le plus complet, voire un soutien embarrassé lorsque vous êtes au pied du mur. L'exemple de la motion déposée par le groupe Europe Écologie Les Verts lors de notre dernière assemblée plénière en est une triste illustration. Contre vents et marées, malgré le pragmatisme de la proposition de nos collègues et malgré votre position minoritaire, vous avez soutenu la hausse de TVA dans les transports décidée par votre gouvernement, arguant de cette répartition partagée des efforts que seuls les contribuables les plus modestes subiront au final. Pas de réflexion, pas de préparation, pas de stratégie. À Paris, comme à Besançon, on navigue à vue, on prend des décisions et on étudie ensuite la façon de les financer, voire de la manière de réparer les pots cassés après coup. Cette méthode de travail, Madame la Présidente, elle aboutit toujours à une seule chose. Les contribuables devront payer, maintenant ou plus tard, car après les augmentations d'impôts qui ne suffisent plus, c'est la dette qui prendra son envol. Et c'est bien cela que vous allez nous proposer, Madame la Présidente, piloter à vue, dépenser sans trop regarder, ne surtout pas réduire les frais de fonctionnement de la collectivité régionale, j'y reviendrai, pour finir par augmenter la dette pour payer ces dépenses, puisque vous avez déjà mis plein gaz sur les impôts des francs-comtois. Malheureusement, cette façon de piloter n'étant pas de notre goût, je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous prendrons certainement un autre vol. Je vous remercie.